Ça fait 10 jours que j'ai pris le volant de cette Polestar 4, cette fameuse voiture 100% électrique sans vitre à l'arrière. Et oui, on a seulement un rétroviseur digital. Dans cette vidéo, on va parler des tops de cette voiture, mais aussi de ses flops, les choses que j'ai vraiment appréciées et les petites choses que j'ai aussi détestées sur cette voiture. Comme d'habitude, on va parler intérieur, extérieur, connectivité, recharge, autonomie, consommation également, mais aussi le feeling en ville, sur route et sur autoroute. J'espère vraiment que cet essai complet de cette nouvelle Polestar 4 va vous plaire. Est-ce donc une sérieuse concurrente face au modèle allemand notamment? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Comme d'habitude, c'est parti! Alors au niveau des stats, on est pas mal. 100 kWh brut de capacité de batterie, environ 92 kWh net utile, pour une autonomie dépassant les 600 km officiellement sur la version propulsion, 560 km sur cette version qu'on essaie aujourd'hui, la version long range dual motor avec le pack performance. On a droit à une splendide couleur extérieure facturée en Suisse 1600 francs suisses en option. Sur cette version long range dual motor, on a 544 chevaux, assez impressionnant. 0 à 100 en moins de 4 secondes, donc ça c'est assez impressionnant au niveau de la conduite. On va tester évidemment 0 à 100 un petit peu plus tard dans cette vidéo. On va tester aussi ces suspensions qui sont peut-être assez confortables et pas trop sportives. On en reparlera un petit peu plus tard dans cet essai. Au niveau de la longueur, 4,84 m, c'est un peu moins long qu'une VW i17 par exemple, un peu moins long qu'une Audi A6 e-tron. C'est par contre un peu plus long que certains SUV, je dirais compacts électriques. Mais on va voir au niveau du coffre, ce n'est pas forcément son point fort à cette Polestar 4. Un peu plus de 500 litres d'espace de chargement. En fait, j'ai l'impression que peu importe la voiture que j'essaye, on n'arrive jamais à dépasser vraiment les 600 litres d'espace de chargement, même sur les gros SUV. On a droit à un double fond ici qui nous permet de dégager un petit peu plus d'espace. Et puis on a aussi un espace ici en dessous pour ranger par exemple son câble de recharge. Son câble de recharge qu'on pourra aussi ranger à l'avant dans le frunk. Un petit frunk quand même, quelques litres, mais c'est toujours bon à prendre. Bon, alors on l'a vu, son coffre, ce n'est pas forcément son point fort, mais je dirais que c'est plutôt dans la moyenne. L'avantage de cette voiture, c'est au niveau de l'habitabilité. Regardez, le siège de devant est réglé à ma taille. Je suis assez grand, je fais 1,88 m. J'ai énormément d'espace au niveau des genoux, ça c'est top. Alors sous le siège, je peux difficilement mettre mes pieds, ça c'est un petit peu dommage. Et puis vous le voyez, j'ai quand même les genoux un petit peu dans le menton parce qu'on a un très très grand pack batterie ici en dessous, un 100 kWh brut. Effectivement, c'est une voiture qui a une très grande batterie, mais l'autonomie, elle n'est pas géniale. On l'a vu dans ma précédente vidéo avec cette voiture en montagne. J'avais des consommations moyennes à environ 19,5 kWh au 100 km et sur le même parcours, une VW i17 qui a elle propulsion pas 4 roues motrices, elle a consommé 13,3 kWh. La différence, elle est quand même assez notable. Sur autoroute, cette Polestar 4 va consommer encore plus. Pour venir ici jusqu'en Bourgogne, j'étais plutôt à 25-26 kWh au 100 km. Bon, il pleuvait, il y avait du vent. Il faisait un petit peu frisquet aussi, mais quand même les consommations seront assez élevées à bord de cette voiture. Je dirais qu'on ne va pas acheter cette version pour avoir une voiture efficiente, on va acheter cette version pour avoir une voiture performante et confortable. Et on parlera un petit peu plus tard des capacités de recharge qui là sont aussi correctes, mais pas géniales non plus. En revanche, à l'arrière, on est très très bien installé quand même. On a ce grand accoudoir ici, très confortable. On est équipé de la sellerie en cuir Nappa, facturée je crois 4500 francs suisses de mémoire, donc c'est assez cher. Par contre, cette sellerie, elle est vraiment hyper jolie et super agréable. On a de très beaux matériaux dans cette voiture, je vous l'avais déjà présenté en studio chez Polestar. On a très peu de plastique dur, voire même pas du tout de plastique dur, donc ça c'est vraiment génial. L'intérieur est très sobre, très moderne, moi j'adore. On a un très très grand toit panoramique ici qui est fixe, il n'est pas ouvrant. En option également, mais ça apporte énormément de luminosité à l'arrière de cette Polestar 4. À noter qu'on n'a pas de vitre à l'arrière. Ça fait un petit peu particulier quand même à l'arrière de cette Polestar 4. C'est aussi très particulier en faisant des manœuvres, on en parle un petit peu plus tard également. J'allais partir de l'arrière de cette Polestar 4 sans vous parler d'une fonctionnalité assez cool. Regardez, on peut régler l'inclinaison de la banquette arrière avec le petit bouton sur l'accoudoir. Ça, c'est pas mal. Et puis, au niveau de cette place ici, elle est pas super pratique, vous le voyez, parce qu'ici, on a des grands boudins. Donc, en gros, c'est plutôt une 4 places avec une 5e place de dépannage. On notera quand même qu'on a un très très léger tunnel ici. Bon, il n'est pas très très grand, mais quand même on n'a pas un plancher totalement plat. Et puis on a un petit écran aussi juste ici pour régler la climatisation et changer la musique. C'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Et Polestar nous montre enfin que c'est possible de construire une voiture avec des matériaux nobles, des matériaux premium, un tarif qui, je dirais, est concurrentiel par rapport justement à ses concurrentes.
On a de très beaux matériaux partout, même en partie basse. C'est extrêmement bien fini, bien assemblé. C'est très valorisant, c'est splendide. J'adore l'ambiance intérieure de cette Polestar 4. J'aime beaucoup moins les touches à retour haptique sur le volant. Je trouve que c'est un des plus gros défauts de cet intérieur. Alors déjà, on a du noir brillant sur le volant, ça prend les traces de doigts. Et ensuite, on a des touches à retour haptique. En plus, quand on presse un bouton, il faut attendre une fraction de seconde pour qu'il se passe quelque chose. Par exemple, quand on augmente la vitesse du régulateur de vitesse adaptatif, on presse une fois, on attend voilà, une demi-seconde pour que la vitesse augmente réellement dans l'affichage tête haute par exemple. Donc je dirais que c'est assez moyen. Cette Polestar en revanche, elle se rattrape par son niveau de confort avec ses sièges en option, des sièges ventilés, chauffants et massants. D'ailleurs les massages sont très très bons dans cette Polestar 4. Ces sièges, ils sont splendides, ils offrent un plutôt bon maintien latéral, mais ils sont assez épais en fait ces sièges. Donc au final, quand on a une conduite un petit peu plus sportive, eh bien je dirais qu'on est un petit peu baladé dans ces sièges quand même. La console centrale, elle est magnifique, mais pour les très grands gabarits, ça sera peut-être un petit peu gênant au niveau du genou. J'ai eu une connaissance qui est montée dans le véhicule, la personne m'a dit que ça serait clairement une voiture que je ne pourrais pas acheter parce que justement le genou vient trop dans la console centrale. Mais c'est un problème qui est réservé aux personnes d'assez grands gabarits, je dirais plus d'1,90 m, où on peut se sentir un petit peu à l'étroit. Pour ma part, ça va encore. Comme d'habitude dans les essais maintenant, on va faire le test de rangement avec cette bouteille de 7,5 décis. J'ai une deuxième bouteille ici fournie par Polestar, une bouteille vraiment magnifique qu'on peut acheter sur le site web de Polestar qui rentre parfaitement dans ce porte-gobelet. Idem, cette bouteille-là, elle rentre aussi. Donc ça c'est top, vous le voyez, ça ne rentre pas dans toutes les voitures. Donc ça c'est bien pour avoir une plus grande bouteille. Idem ici, on peut ranger pas mal de choses, on a pas mal d'espace de rangement avec des petits compartiments, donc ça passe. Par contre, un gros bémol, c'est au niveau du rangement dans la portière ici, il est assez grand. Mais si on met une bouteille, eh bien justement la bouteille, on ne peut pas la rentrer d'une manière droite. En fait, elle sera toujours couchée dans cette portière. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais je dirais qu'on a relativement assez de rangement dans cette Polestar 4. Un petit mot sur ce software ici, sur ce magnifique écran combiné à l'écran derrière le volant ici d'une plutôt grande taille je trouve, combiné aussi à l'affichage tête haute ici qui n'est pas en réalité augmenté celui-là. Par contre ici on a le rappel de la carte du GPS par exemple ou bien juste la vitesse. Cet écran, il fait, je crois, plus de 15 pouces. Il est vraiment énorme, d'une très belle qualité. Avec un software qui, je dirais, n'a pas montré de bugs significatifs. Quelques petits bugs par-ci, par-là, mais je dirais que ça reste encore correct par rapport à la concurrence. On peut personnaliser tous ces widgets ici. Moi, je me suis mis, par exemple, la musique, quelques raccourcis, par exemple, pour ouvrir la boîte à gants, d'ailleurs que je vous montre directement comme ceci. Pour régler, par exemple, le mode sport directement, pour régler les rétroviseurs et le volant. Ça se passe ici via l'écran, comme chez Tesla et Smart, entre autres. Ça se passera plus au niveau de la portière. Vous le voyez, on n'a plus les raccourcis ici, par exemple, pour les rétroviseurs. J'aurais préféré quelques boutons ici, mais je dirais qu'on s'y fait à régler ça. En fait, en général, on les règle qu'une seule fois et après, ils ne bougent plus. Mais j'ai eu quelques petits bugs au niveau du software, notamment au niveau des sièges. Alors ici, on a évidemment toujours les boutons pour régler les sièges, mais des fois quand je rentre dans le véhicule, le siège n'est pas du tout à ma position, je ne sais plus pourquoi, pourtant j'ai quand même mon profil ici qui est affiché, mais le siège il va se mettre à une autre position, je ne sais pas pourquoi, c'est étonnant. Idem pour le volant, 2-3 fois ça m'est arrivé que le volant n'était plus à sa même position, j'ai dû donc régler le volant directement sur l'écran ici. Je dirais que ce n'est pas très pratique quand on est un peu pressé le matin, qu'on veut vite partir. Il faudra tout régler son volant directement via l'écran. Et ça, c'était un petit peu particulier durant ces 10 jours. C'était un petit bug software, malheureusement, que j'aurais bien aimé éviter. Donc, on a beaucoup de menus, de sous-menus ici dans ce système d'infodivertissement. Je dirais qu'en 10 jours, je m'y suis fait, mais je n'ai pas toujours tout trouvé du premier coup. Même très rarement. Vous voyez, on a aussi des sous-menus juste ici. D'ailleurs, au niveau du volume, c'est vraiment génial à bord de cette Polestar 4. On a même des haut-parleurs dans l'appui-tête, donc ça, c'est vraiment génial. Mais vous le voyez, au niveau de ce software, on a pas mal d'applications ici, donc YouTube entre autres, ça c'est top. Je vous montre aussi peut-être les consommations que j'ai eues jusqu'à maintenant, donc 1775 km, 23,5 kWh au 100 km. En prenant en compte que j'ai fait beaucoup de routes de montagne, peu d'autoroutes à 130 vu qu'il pleuvait, je dirais que la consommation elle est quand même très élevée. Cette petite barre ici, on peut l'utiliser pour splitter l'écran en deux, mais vous voyez, on n'a pas beaucoup d'autres widgets dans cet écran. Et cette barre ici, il faut vraiment prendre le coup. Voilà, j'arrive pas, il y a des bugs.
on ne peut pas tout splitter quand même, c'est un petit peu particulier. En revanche, on a un excellent planificateur d'itinéraire intégré. Avec Google Maps, c'est vraiment génial. La voiture va calculer le pourcentage estimé à l'arrivée. Ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'est vraiment génial pour faire des longs trajets. On a une petite barre de raccourci juste ici avec les sièges massants, le chauffage du volant, le chauffage des sièges et la ventilation des sièges également. Donc voilà, au niveau de ce software, je dirais que c'est plutôt correct par rapport à la concurrence. C'est vraiment dans la moyenne. Je dirais que c'est mieux que BMW, Mercedes ou encore Audi. Je dirais qu'on se rapproche vraiment de Tesla. Donc ce software, c'est un des points forts de cette Polestar 4, mais j'aurais aimé des sous-menus en moins parce que des fois, on s'y perd un petit peu quand même, notamment les premiers jours quand on a récupéré la voiture. On s'y perd vraiment dans ces menus et dans ces sous-menus. Un petit mot sur la recharge maintenant de cette Polestar 4 avant de parler de son design extérieur et de prendre le volant de cette voiture pour parler de ses capacités en ville, sur route et sur autoroute. On profite d'une trappe de recharge électrique, ça c'est pas mal, assez pratique. À noter qu'elle s'ouvre un petit peu plus rapidement que sur l'Audi A6 e-tron, donc ça c'est pas mal. Au niveau de la recharge, 11 kW en courant alternatif, 22 kW en option. C'est un équipement supplémentaire qu'il faudra payer. Et puis au niveau de la recharge en courant continu, on est sur du 400 volts jusqu'à 250 kW officiellement. Moi, je ne les ai pas vus, j'ai vu jusqu'à 210 kW sur certains chargeurs. Mais j'ai fait quand même plusieurs tests de recharge à bord de cette Polestar 4, notamment après un long trajet autoroutier d'environ 2h30 en indiquant la destination dans le GPS. Et à 2 reprises, que ce soit chez Ionity ou chez Total Energy, j'ai vu une puissance allant jusqu'à seulement 130 kW alors que les conditions étaient optimales. Donc en fin de compte, chez Total, en prenant en compte aussi que le chargeur a eu un problème, que j'ai dû relancer la charge, la recharge entre 18 et 80% a duré plus de 40 minutes contre les 30 minutes officiellement communiquées par Polestar. Je dirais qu'au niveau de la recharge, quand on a des expériences comme ça, alors attention, je ne sais pas si c'était des erreurs des chargeurs ou de la voiture, mais quand même, au niveau de la recharge, ce n'est pas génialissime. J'aurais préféré une architecture de recharge 800 volts sur cette Polestar 4, surtout qu'elle n'est pas donnée. Or, en Suisse, le prix de départ, il est, je dirais, relativement concurrentiel par rapport à Audi, BMW, Mercedes. Même si on rajoute des options, on arrive sur cette version tout équipée à environ 92 000 francs suisses. Ça fait très cher quand même, mais par rapport à une Audi A6, à une BMW i5 Touring, même par rapport à une A17, on n'est pas beaucoup plus cher sur le tarif brut. En revanche, sur la concurrence, on peut probablement avoir des rabais un petit peu plus conséquents que chez Polestar. À noter quand même qu'en Suisse, on peut avoir un rabais flotte sur certains modèles Polestar. Je vous invite à contacter quelqu'un de chez Polestar pour vous calculer une offre sur votre véhicule. On a aussi des véhicules préconfigurés sur le site de Polestar en Suisse. Allez faire un petit tour, vous avez aussi des bonnes conditions en leasing. Donc au niveau du tarif, je dirais que c'est correct, mais on reste sur une voiture chère, très chère. Donc il y a certains défauts qu'on ne peut pas lui pardonner si facilement que sur d'autres modèles. On a une face avant assez aérodynamique, assez plongeante, juste ici avec une caméra pour les aides de stationnement. On a des feux à LED en 2 parties. La face avant, en tout cas, moi j'adore, je trouve que ça lui va très très bien dans cette couleur qui est vraiment magnifique. Beaucoup de personnes m'ont dit que la couleur était jolie, originale, mais certaines personnes n'aiment également pas cette couleur. Évidemment, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Franchement, je ne sais pas si je choisirais un coloris comme ça pour ma voiture personnelle. C'est vrai que c'est très joli. Est-ce qu'on s'en lasse? Je ne sais pas. En tout cas, on se fait vraiment remarquer. Pour preuve, je me suis fait arrêter 2 fois à la douane par la douane française et la douane suisse. Je pense qu'on roule une voiture comme ça, il faut s'attendre à se faire arrêter un petit peu plus souvent. Effectivement, les douaniers m'ont posé pas mal de questions aussi sur la voiture. Ils étaient plus curieux sur le modèle que sur les affaires que je transportais avec moi. Bon, sinon on a des jantes ici jusqu'à 22 pouces. Très jolies, ces jantes avec les étriers de frein en jaune, aussi vraiment magnifiques. On a des caméras ici pour les aides au stationnement et aussi les aides à la conduite. Idem ici une caméra aussi ici en bas du rétro. Le rétroviseur d'ailleurs qui est posé sur une sorte de plateforme, c'est un petit peu particulier. Bon, c'est assez original. J'adore les rétroviseurs sans cadre, c'est vraiment magnifique. Comme je l'ai dit en introduction, une voiture mi-SUV, mi-berline au niveau de la hauteur, des poignées de porte affleurantes, la voiture s'ouvre automatiquement dès qu'on s'approche de la voiture, le feeling est très très bon au niveau de ses poignées. En option ici, on peut choisir aussi un insert couleur carrosserie, si on n'a pas pris l'option, c'est donc du mat. On a le rappel Polestar 4 du modèle avec les 100 kWh de batterie et les 400 kW de puissance, c'est-à-dire 544 chevaux. Et puis à l'arrière, comme je l'ai dit, pas de vitres, pas de lunettes à l'arrière. On parlera des manœuvres un petit peu plus tard, juste après, quand je vais vous parler des aides au stationnement. Je dirais que c'est une voiture très originale. Est-ce que c'est pratique à l'utilisation? On va en discuter juste après. L'arrière, je trouve qu'il est assez réussi également avec le petit bouton ici pour ouvrir le coffre. Voilà, un arrière assez sobre, assez classe. En tout cas, j'étais derrière une Polestar 4 sur autoroute en Suisse quand elle est sortie sur le marché. Je dois dire que ça m'a vraiment impressionné. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit une voiture comme ceci. On dirait presque que c'est un concept car en somme. Qu'en pensez-vous du design extérieur de cette Polestar 4? Dites-le moi dans les commentaires. Et on passe à bord maintenant pour parler des manœuvres au volant de cette voiture. Et là, c'est un petit peu plus délicat.
Pour démarrer, pied sur le frein et puis on a le commodo juste ici. On pousse vers le bas pour la marche avant, on remonte pour la marche arrière. On a droit à une caméra de recul, une caméra depuis le dessus également. On peut changer les angles de caméra en voyant par exemple les jantes juste ici. Donc, caméra à l'avant ici, l'angle gauche et à l'arrière si on swipe comme ceci. En marche avant, on a également les traits en jaune qui s'affichent, tout comme si je remets la marche arrière, vous le voyez. Par contre, j'ai quelques angles morts ici en fin de compte parce que l'angle il n'est pas ultra grand angle et ça c'est un petit peu dommage. Heureusement qu'on a une vue 360 degrés comme ceci avec tous les angles ici, même sur le côté ici. Donc ça c'est pas mal, mais en mode caméra de recul, j'ai pas assez d'angles et je dois mettre des rétroviseurs et des fois j'ai envie de me retourner. Et si je me retourne comme ceci, je vois rien. Mais ce qui m'a dérangé dans cette voiture, c'est qu'il faut se focaliser uniquement sur les caméras, sur les rétroviseurs et sur le rétroviseur ici, là, avec Max BLD avec son Xpeng pour ce tournage ici en Bourgogne. Mais par contre, si on veut vite vérifier son angle mort comme ceci, pour regarder s'il y a des piétons, un vélo qui arrive, on voit strictement rien à l'arrière. Et ça m'a vraiment perturbé, je dirais. Alors on va peut-être me dire, c'est une question d'habitude. Oui, c'est une question d'habitude, mais ça fait 10 jours que j'ai cette voiture et des fois, je suis toujours un petit peu perturbé par justement l'absence de cette lunette arrière. Et d'un point de vue sécuritaire, c'est pas génial, mais grâce aux caméras, on voit quand même très bien. On a aussi donc le rétroviseur digital qu'on peut supprimer ici, par exemple, pour se regarder dans le miroir. Mais justement, on voit strictement rien vu qu'il n'y a pas de vitre, hein, c'est logique. Et puis, on peut régler notamment la hauteur de ce rétroviseur digital. Juste ici, on peut aussi le bouger comme ceci, hein, évidemment. Donc ça, heureusement, j'ai envie de dire. Comme ça, on peut trouver son angle de vue. Mais ce que j'aime pas sur cette voiture, je vous fais une petite démonstration ici en live. Je mets mon clignotant à gauche, regardez. Et là, vous voyez, on a une déformation au niveau du rétroviseur. Je mets mon clignotant à droite, idem, à gauche, à droite. Et ça, c'est un petit peu perturbant sur autoroute quand même. Et ici, on a Autopassion, que vous connaissez peut-être sur Instagram, qui n'a pas remarqué que je filmais le rétroviseur de ma Polestar 4 avec une très belle Xpeng ici de Max BLD. Bon allez, bref, on prend la route maintenant au volant de cette Polestar 4 avec Max BLD qui va venir donner son avis sur cette voiture. C'est parti! Bon, on prend le volant de cette Polestar 4 avec Max. Je suis là. On a fait un petit tour déjà, donc tu as conduit cette Polestar 4 Ouais. pour une vidéo qui sera disponible bientôt sur ta chaîne. C'est ça. Et puis tu vas donc partager aussi ton avis dans cette vidéo. Toi qui as eu cette voiture cet après-midi, tu as un peu découvert la voiture. Moi ça fait un petit peu plus longtemps que je l'ai. On pourra partager notre avis d'une manière complémentaire aussi. On a essayé pas mal de voitures aussi, on pourra la comparer avec la concurrence. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. Moi je suis bien en tant que passager déjà là. Les sièges sont top. Ah j'aime bien, Ouais. on est bien installé. En plus le format un petit peu comme ça, là, mi-SUV, mi-berline. Du coup on n'est pas trop haut. Donc pour ceux qui n'aiment pas les SUV, ça peut être intéressant comme choix. Mais on est bien, on a un bon maintien et tout. Franchement c'est pas mal, hein, cette première découverte dans la voiture. Carrément. On va commencer pour une fois par parler des routes départementales avant de parler de la ville et de l'autoroute. Est-ce que je me mets peut-être en mode performance? Allez, On va n'est taper pas ici dedans, pour là. rigoler, on va taper dedans, on va faire un petit 0 à 100. Parce qu'elle marche 0 bien à en plus. 80. Elle marche bien, c'est 455. 544. Ah oui, 500. 544 chevaux, ouais. C'est parti. 3, 2, 1. Pied au plancher. Ah, c'est pas mal. On a la petite sensation là au ventre. Ça motorise bien aussi. Ouais. C'est cool. On a pas mal de reprises aussi. Ouais. Très bon Ouais, les couple. reprises sont dingues. Hein. Les reprises sont vraiment pas mal. On est sur une voiture, je dirais, alors ici je me suis mis en mode de suspension ferme. On a 3 niveaux de suspension. On est sur des suspensions classiques, on n'est pas sur des suspensions pneumatiques. Ça reste assez ferme quand même ici, hein, en mode ferme. Mais en virage, la voiture, elle se vautre un petit peu quand même. Je dirais que ce n'est pas une voiture ultra sportive non plus. Et comme tu m'as dit, le réglage, en gros, vaut mieux mettre la voiture en mode full ferme, sport, etc. pour avoir le meilleur comportement finalement. C'est vrai, moi en montagne, je me suis mis tout le temps en ferme avec l'accélération en mode performance et pas en autonomie. Parce que sinon la voiture, je la trouve un peu molle quand même, à mon niveau, à mon goût. Je dirais que c'est une voiture confortable dans un premier temps, qui peut être sportive et pas l'inverse. Et pour une voiture avec le pack performance avec autant de puissance, j'aurais attendu un petit peu mieux en matière de sportivité. Ouais. C'est dynamique, mais c'est pas une voiture de sport. Voilà. L'avantage du 4 roues motrices, c'est surtout pour la motricité, du coup, d'avoir, pour celui qui habite en montagne, qui tracte, parce que du coup, on disait, tu peux tracter. Ouais. Donc ça, c'est quand même... Chaque table qui est très très bonne. Donc voilà, c'est une voiture très très confortable qui peut être sportive, on le voit. Très correct. Après, si on veut vraiment s'amuser vraiment beaucoup plus en montagne, etc.,
J'aurais tendance à recommander un Porsche Taycan ou des autres voitures un peu plus sportives, mais aussi plus chères, malheureusement. Donc ici, je trouve qu'on est sur un bon compromis quand même. Et surtout une voiture pour tailler de l'autoroute, parce que du coup, on a vraiment un bon, on le verra, on a un bon compromis, j'ai l'impression. Exactement. Sur mon trajet avec cette voiture. Pour s'insérer, aucun problème. Avertisseur d'angle mort aussi dans le rétroviseur, ça c'est du classique. Or, j'ai quand même quelques bruits d'air, hein. Tu l'entends? Alors peut-être de ton côté, tu entends un peu, je sais pas si tu les entends aussi. Alors, tout à l'heure, on a fait le trajet dans le sens inverse, on avait le vent dans le dos. Autant je trouvais ça très très silencieux. C'est vrai que là maintenant on l'a de face, j'imagine. C'est vrai qu'on entend un tout petit peu plus ce qui se passe avec ici au niveau des rétroviseurs. C'est vrai qu'on a une forme particulière. Donc à voir comment ils ont travaillé l'aéro. Mais les branches paraissent assez épaisses. On a une sorte de support, c'est très atypique. Donc ça doit certainement jouer sur le confort acoustique. Alors ils ont vraiment privilégié le design en faisant quelque chose de très futuriste. Mais à voir ce que ça donne vraiment sur le côté sonore et aéro. Je pense que ça a été travaillé, imaginé quand même. C'est assez particulier. J'ai un petit bruit d'air au niveau de la vitre ici. Ouais. Pourtant, elle est bien fermée, mais voilà. C'est peut-être un défaut de ce modèle ici en particulier. Donc voilà, c'est rien d'alarmant non plus. Bruit de roulement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, pourtant on est sur du 22 pouces. Hein. Ouais, c'est des grosses manteaux pneumatiques. Hein. Carrément. Donc sur autoroute très confortable, très bonne position de conduite aussi. Hein. Excellent. Et puis on a un système de conduite semi-autonome qu'on active juste ici sur le volant avec ses touches à retour haptique. Et voilà, vous avez vu, j'ai pressé ici et la voiture a attendu quand même 1 à 2 secondes pour activer son système. Et idem, tu vois, je vais me mettre par exemple à 105, je vais baisser de 5 km/h, je clique maintenant, ça se passe maintenant. Ah oui, il y a un délai. Hein. C'est un gros délai et ça c'est un peu gênant. Pour faire de 1 en 1, tu dois faire un appui long du coup. Oui, alors de 1 en 1, mais c'est un peu le challenge parce que tu appuies longtemps. Ouais, c'est voilà, pas... en fait, j'ai un peu appuyé trop longtemps. En fait, comme tu as un délai entre le moment où tu appuies et le moment où ce que tu vois dans le head-up display, des fois, si tu veux baisser de 1 en 1, voilà, là typiquement, je voulais baisser de 1 en 1, j'attends que ça baisse de 1 là, mais en fait, ça a eu le temps de baisser de 3. Donc, c'est un peu problématique là au niveau de ce système ici sur ces touches. Moi, je suis vraiment pas fan. Je trouve que c'est un des plus gros défauts de cette voiture, c'est ces touches à retour haptique ici. Et c'est dommage parce qu'on connaissait, bon là je vais vraiment parler de Volvo et Polestar, on va les mettre dans le même paquet, ça reste le même groupe, mais on connaissait Volvo il y a quelques années pour leur côté très ergonomique. Par exemple dans le XC40, tu as vraiment une ergonomie très très simple, les boutons d'aide à la conduite, etc. ça se fait hyper bien, tu as 2 boutons seulement. Et là j'ai l'impression qu'ils sont en train de perdre un petit peu ça en mettant des touches tactiles. Certes c'est très joli visuellement, ça fait très épuré, mais tu perds ce côté ergonomie qu'on aimait vraiment il y a un petit moment. Et je me permets juste de t'interrompre ici, regarde la voiture là ce qu'elle nous fait. Alors avant j'ai dû un peu la corriger quand même, regarde là elle est beaucoup trop à gauche. Elle hésite un petit peu, elle cherche un petit peu, ouais. Donc au niveau de ce système, je suis un peu mitigé quand même. Je trouve qu'on n'est pas au niveau de BMW, pas au niveau de Mercedes, pas au niveau d'Audi. Au niveau de la fiabilité, donc ça c'est un peu dommage. Après je dirais qu'on est dans la moyenne. Je dirais moyenne des véhicules qu'on a l'habitude de tester, tu vois, Travel Assist du groupe Volkswagen, la conduite semi-autonome de Stellantis, voilà, on est un peu dans cette moyenne-là, mais on paye quand même près de 100 000 francs suisses pour une voiture comme ça. On s'attendrait aussi à un système de conduite semi-autonome un petit peu plus premium. Et en plus, on le sait, là, les Chinois, etc., ils sont quand même très axés sur le côté techno. Et c'est dommage justement d'avoir des aides à la conduite un petit peu moins performantes. Bon, après, on espère qu'elle sera mise à jour au fur et à mesure du temps. Carrément. Là, on va dire que ça marche bien, mais on a clairement vu mieux, quoi. C'est une très bonne aide quand même, il faut qu'on soit clair, mais on a vu mieux effectivement, notamment chez BMW qui là, c'est top one direct, BMW Mini. Donc, oui. Je viens de tester la nouvelle Mini, c'est cool aussi. Et accessible même dans les modèles genre iX1, Mini, voilà. Ça c'est intéressant. Ouais. On a un changement de voie automatique, alors je vais me remettre juste à 110, voilà, j'ai toujours du mal avec ces touches à retour haptique. Alors la voiture peut s'adapter automatiquement aux panneaux qu'elle lit, mais elle ne lit pas très bien les panneaux comme beaucoup de voitures. Ouais. Donc je me suis mis en mode manuel juste ici. Si je mets un coup de clignotant, hop, la voiture va faire le changement de voie tout de suite. Ah ben non. Puis voilà, pilote assist annulé. Donc voilà, j'ai eu pas mal de problèmes quand même au niveau de ce système de changement de voie automatique. Des fois, quand ça fonctionne très bien. Elle est très très fiable au niveau du changement de voie. En revanche, voilà, des fois ça bug. Alors ici on a un message d'erreur comme quoi une caméra est obstruée, donc il faudra qu'on nettoie une caméra. C'est hésitant. Ouais, c'est hésitant et en fait la voiture elle est quand même assez lente pour changer de voie. Et du coup quand on va faire le changement de voie manuellement, nous-mêmes forcer le véhicule à changer de voie,
bah là, ça sonne de partout, ça arrête le son de la musique. Voilà, on a Ouais. pas mal d'alertes, c'est un peu gênant, je dirais. Mais finalement, il y a très peu de marques qui font de bonnes aides à la conduite, vraiment où il n'y a rien à dire. Comme tu le disais, BMW, Travel Assist, etc. Mais c'est assez rare quand même, il y a tout le temps un truc à redire, même chez Stellantis, etc. Donc il y a encore, on le voit en 2024, beaucoup de marge de progression. Surtout avec les alertes. Là, les alertes, c'est vraiment c'est même pas des bips, c'est carrément des alertes. T'as l'impression qu'il y a un problème, quoi. Ouais. T'as l'impression que t'as un pneu qui est en train de perdre de la pression et Voilà. tout. Alors que c'est juste pour te dire non, le truc est annulé. Voilà. Donc c'est dommage quand même, ça casse le confort dans la voiture pour les passagers et le conducteur. Du coup. Ouais. Et alors Julien, elle consomme combien ta Polestar 4? Elle a l'air hyper efficiente, c'est une berline, enfin une grosse berline, mais elle a l'air assez efficiente. C'est efficient ça ou pas du coup? Pas trop. Ah, Pas trop. Alors pour venir, il faisait quand même. Alors les conditions n'étaient pas terribles, hein. Il faisait un peu froid. Pour venir en Bourgogne ici, il pleuvait beaucoup. J'ai roulé aux limitations, donc voilà, jusqu'à 110 km/h. Bah, j'étais plutôt à 24-25, même 30 kWh entre la station été et la station totale, sur du full autoroute. Vraiment pas terrible. Après, heureusement que tu as 100 kWh de batterie. Hein. oui, donc on aura quand même une bonne autonomie Ouais. et on va recharger d'une manière correcte, 30 minutes environ, si on tombe sur des stations qui délivrent la pleine puissance. En montagne, par contre, c'était très décevant. J'étais à 19,5, alors que d'autres voitures, on l'a vu dans ma précédente vidéo, étaient entre 11 kWh pour une Cupra Born et une Model 3 et 19 kWh pour une Model S de 2018. Là, c'était un petit peu décevant, donc on n'achète clairement pas cette voiture pour son efficience, malheureusement. On l'achète pour ses performances, pour son niveau de finition, pour son look, pour son agrément de conduite, mais malheureusement pas pour son efficience. Voilà. Alors, après, je suis sûr que tu auras des commentaires qui vont dire ouais, mais c'est la version 4 roues motrices, etc. Parce qu'il y a la version 272 chevaux qui existe. Bon, on l'a vu, en tout cas sur le reste de la plateforme chez Geely, hein, Smart, etc. C'est pas non plus un moteur qui est réputé pour son efficience. Il sera un peu moins gourmand que forcément cette version 4 roues, mais on n'est pas non plus sur des scores incroyables. On n'est pas au niveau de Tesla sur l'efficience. Clairement pas, et c'est dommage. Parce que c'est vrai qu'une voiture comme ça, on aurait pu, si elle avait été plus efficiente, on aurait mis une plus petite batterie, ça aurait été un peu moins cher. Et si on lui avait mis du 800 volts, ça aurait été encore mieux. Ouais, pour la recharge, etc. Ouais. Mais là, c'est vrai que 100 kWh, ça va faire jaser dans les commentaires. Hein. C'est vrai. C'est quand même de la bonne batterie là-dedans. Peut-être un petit mot encore sur la ville, voiture très confortable, silencieuse aussi en ville quand même. J'aime bien la direction, j'aime bien son feeling, j'aime bien la réactivité de la pédale, que ce soit à l'accélérateur ou au freinage. Alors, le freinage est très bon. Récupération qui va jusqu'à l'arrêt complet, on va faire un petit test ici, je relâche. Elle freine très très fort, je trouve, la récupération est très forte, même en sortant de l'autoroute. Et là, on s'arrête à 0 km/h. Voilà. Donc le fameux one pedal comme on a chez Tesla, etc. Et là, c'est une des rares voitures où je me dis, on est au niveau de Tesla, au niveau de la récupération, parce qu'elle est forte et elle est quand même assez souple. Tu vois, quand elle s'arrête toute seule, elle est assez souple et ça fait plaisir. En fait, ils comprennent, j'ai l'impression que Polestar comprend vraiment ce que les gens aiment dans l'électrique. Et comme c'est une marque qui fait maintenant que de l'électrique, eh ben, ils ont vraiment toutes les bonnes cartes en main pour faire de bons produits. Maintenant, juste à retravailler les petits détails, les ADAS et la conso, mais franchement, c'est une bonne proposition. Moi, j'aime beaucoup. On arrive pile poil au lieu de départ de ce tournage. On va passer donc à la conclusion de cette vidéo. On va sortir du véhicule. Est-ce que, selon nous, elle peut concurrencer les Allemandes? Réponse tout de suite. C'est parti. Bon Max, après cette journée de tournage, est-ce que selon toi, cette Polestar 4, elle peut concurrencer le premium allemand, BMW, Mercedes, Audi, avec l'Audi A6, BMW i5, Mercedes EQE, je dirais dans les berlines, peut-être SUV aussi? Moi, je dirais quand même oui. Après, c'est un design qui est quand même plus extravagant, plus osé. Donc, on a l'habitude de voir les marques allemandes avec une clientèle assez conservatrice, un design assez classique. Là, ça va plus loin, donc peut-être que la clientèle sera plus jeune. Elle osera peut-être plus de choses. Juste attention Polestar quand même, on l'a vu les aides à la conduite. On sait que les Allemands sont très bons là-dedans. Donc attention, mais pour moi, sur l'extérieur et l'intérieur, la qualité générale, clairement, ça peut concurrencer. Ça ne me choque pas, quoi. Pour moi aussi, ça peut clairement concurrencer le premium allemand. Voilà, je dirais, si vous faites beaucoup de routes, par exemple un commercial qui ferait 800, 1000 km par jour, etc., ce n'est pas forcément la voiture la plus adaptée. J'attendrai peut-être l'Audi A6 e-tron qui sera clairement extrêmement bonne sur cet exercice-là. L'importance de la recharge, les puissances, etc. Voilà. Là, on pêche un petit peu plus là-dessus. C'est dommage qu'on a une grosse batterie, on a un look futuriste, mais on n'a pas ce côté
800 volts, c'est Ouais. dommage. Elle se différencie vraiment par son look, par son intérieur, ses finitions, ses matériaux, son prix aussi qui peut être un petit peu plus attractif que la concurrence suivant avec quel équipement on compare ces voitures-là. Il faut faire aussi des calculs hein, en leasing, en LLD, etc. pour faire une vraie comparaison. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'un très bon tarif sur des voitures électriques en Suisse, n'hésitez pas à mettre un petit mail et je peux regarder pour vous ce que je peux faire. Je peux vous trouver de très bons tarifs chez les importateurs directement en Suisse, donc n'hésitez pas. Et puis en France, je vous mettrai aussi un petit formulaire en description si jamais ça peut vous intéresser. Bilan quand même positif à bord de cette Polestar 4. Moi j'aime bien, je repars avec. Il veut me la voler, attention, les clés sont où? C'est bon, je les ai avec moi. Ah, j'aime bien, franchement la petite couleur et tout, le style, j'aime bien, j'aime beaucoup. Très très bien. D'ailleurs, j'ai oublié de parler des clés. On a une petite clé comme ça, une carte clé comme chez Tesla et aussi une clé sur le smartphone normalement qui doit arriver très prochainement. Avec une bonne application mobile aussi, ça fonctionne bien. Voilà, c'est toujours tout bénef. Merci à toi Max d'avoir été présent dans ce tournage. C'était cool. Merci. Et puis à très bientôt sur Au Volant de Voiture électrique. Bye bye. Ciao.